Bonjour Romain Agur. Bonjour Maurice. Vous avez 42 ans en 2015 en qualité de membre du GIGN, du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Vous avez participé à la traque et à l'assaut contre les frères Kouachi, les terroristes de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, vous témoignez de ces 3 jours qui ont profondément marqué la France à travers un ouvrage passionnant et inédit intitulé « Kouachi, l'assaut final » que vous trouvez sur la boutique officielle de TV Liberté sur tvliberté.com. Vous avez quitté le GIGN il y a 5 ans maintenant. Alors pourquoi témoigner encore avec une cagoule ? Alors, en fait, c'est très simple. Je suis encore en activité, toujours gendarme, donc dans une unité spécialisée toujours, mais étant donné le sujet assez pesant, j'ai envie de dire, qui est traité dans le livre, aujourd'hui, on peut s'apercevoir facilement avec ce qu'on va appeler l'open source et toutes les données qu'on peut collecter sur Internet qu'il est assez simple de retrouver des gens. Donc, pour des mesures de protection et d'anonymat, bien évidemment, je souhaite porter une cagoule et conserver mon anonymat jusqu'au bout. Voilà, protection aussi de votre famille, on en reparlera d'ailleurs. Mais avant d'évoquer le livre et les événements qui annoncent une série d'attentats terroristes islamistes sans précédent en France à ce moment-là, vous vous êtes engagé, vous le dites, au service de la France dès 18 ans. Quel a été votre parcours ? Vous en avez aujourd'hui 42. Alors, j'ai commencé enfant de militaire. Et lors de ma 17e année, j'ai commencé tout de suite à vouloir m'orienter vers les métiers des armes. Et j'ai déposé un dossier gendarmerie. Sauf que quand vous avez à peine 18 ans, il faut savoir que pour prêter serment auprès de la justice, lorsqu'on est gendarme, il faut avoir 21 ans. Je n'avais donc pas 21 ans et au recrutement, on m'a dit écoutez monsieur, si vraiment vous voulez être sous-officier, il va falloir attendre et vous reviendrez quand vous aurez 20 ans, le temps que vous fassiez votre école pour pouvoir prêter serment. Entre-temps, j'avais envie de servir et j'ai découvert Saint-Mexan avec l'École nationale des sous-officiers d'active, auprès de laquelle je me suis engagé et que j'ai intégré à 18 ans. Et par laquelle j'ai donc terminé sous-officier dans l'aviation légère de l'armée de terre, mais dans une spécialité qui ne me convenait pas à titre personnel. Tout l'environnement militaire et tout ce que je recherchais comme valeur était conforme, mais ensuite au niveau professionnel, je n'étais pas épanoui. Ce qui m'a orienté à la fin de mon premier contrat, à me diriger vers la gendarmerie avec l'objectif ultime, je dirais, de rentrer et d'intégrer GIGN. Et je me suis donné les moyens, mon objectif. Les moyens, c'est-à-dire quelles aptitudes faut-il avoir pour rejoindre le GIGN ? Alors il faut l'élite. Tout d'abord, l'élite, vous savez, c'est un peu comme quand on dit qu'on est des héros, tout le monde est le héros de quelqu'un. C'est mon avis personnel, mais pour rejoindre le GIGN, il faut avant tout une grosse condition physique, c'est une évidence. Mais ça ne suffit absolument pas. Il faut des notions de rusticité importantes également et avoir un mental de fer qui correspond également au physique qu'on traîne. Vous êtes spécialisé à l'époque dans le domaine de chuteur opérationnel. C'est un rôle essentiel, c'est celui d'être en fait, si j'ai bien compris, les yeux avancés des groupes d'intervention. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Le GIGN est la seule unité parachutiste de la Gendarmerie nationale. Et à ce titre, le GIGN pouvant être engagé, comme nous avons un statut de militaire et que nous sommes de temps en temps rapprochés du COS, le commandement des opérations spéciales, et que le GIGN effectue certaines collaborations dans les théâtres extérieurs, on est amené à passer des qualifications de chuteur opérationnel et travailler avec des unités prestigieuses également, comme le 1er RTIMA, le 13e RDP et bien d'autres. On va aller un peu plus loin encore. Vous avez une formation de tireur d'élite et vous racontez que votre fusil au moment des faits s'appelle Simone. Vous avez suivi Simone, elle vous a suivi. Exactement. Alors Simone n'était pas proprement parlé avec moi au moment de l'assaut final, mais c'est une histoire d'amour avec Simone en quelque sorte, puisque c'est un fusil très particulier qui est un fusil PGM et 4.2 pour être très précis,
qui a un calibre 12,7, c'est-à-dire que le diamètre de la munition fait 12 mm,7. Voilà, c'est ce qu'on appelle le calibre 50 dans la dénomination anglo-saxonne, et qui est normalement une munition qui est tirée depuis une mitrailleuse, soit d'un véhicule ou d'un hélicoptère. Et là, dans cette version-là, nous, on possède, comme d'autres unités, hein, bien évidemment, on le possède en tant que fusil de tir de longue distance, principalement utilisé à la base dans ce qu'on appelle l'antimatériel, c'est-à-dire pour essayer de détruire du matériel. Et au sein du GIGN, il est utilisé dans la traversée d'écrans plus spécifiquement. Ah, ça ne se promène pas facilement quand même, Simone. Non, Simone fait 1m87, 17 kg en hors de marche. Donc quand vous commencez à ramper avec Simone, elle vous fait transpirer très rapidement. Et c'est pour ça que mon prédécesseur, lorsqu'il m'a transmis ce fusil si particulier, elle était déjà baptisée Simone quand il en a hérité, et il me l'a transmise en tant que Simone, puisqu'elle dort chaque jour dans une immense caisse qui permet les voyages en avion, afin de protéger les optiques de précision qui sont montées dessus. Elle dort dans une grande caisse qui fait plus de 2 mètres, qui ressemble un petit peu à un cercueil, et du coup, c'est pour ça qu'elle a un petit nom si particulier. Alors Christian Proutot, qui est le père, hein, le fondateur du GIGN, et à qui vous rendez hommage à travers le livre, a inculqué à vos hommes et à vous la culture du tir, de la précision du tir. Et vous dites que quand il disait que s'il y avait une deuxième cartouche utilisée, eh ben, c'était qu'on avait fait un mauvais tir. Tout à fait, c'est notre père à tous. Et cette culture du tir a fait du GIGN ce qu'est le GIGN aujourd'hui, en fait. Cette capacité d'analyse et de précision de tir est très très importante. Et c'est ce qui fait le prestige de l'unité à l'international. On est le 7 janvier 2015, il est 11h30, Cherif et Saïd Kouachi déciment la rédaction de Charlie Hebdo, tuant 12 personnes, dont un agent de maintenance. Un policier aussi sera également tué lors de cet acte terroriste. Vous avez étudié avec précision, minutie, la personnalité des deux tueurs, Saïd et Cherif Kouachi, deux frères. Peut-on les réduire à ce portrait fait par une camarade de Saïd, qui est rapporté par le quotidien Le Monde, des rebeux revendiqués, radicalisés, qui n'aiment pas la France et ne portent pas les Blancs dans leur cœur? Est-ce qu'on peut réduire ces frères Kouachi à cela? On pourrait quasiment les réduire à cela. Après, personnellement, je n'aime pas mettre des gens dans des cases. Mais tout leur parcours, tout ce qu'ils ont effectué comme démarche personnelle, intellectuelle, les ont malheureusement orientés sur ce type de profil. Déjà, lorsqu'ils étaient au collège et au lycée à la Fonda, comme elle s'appelait, comme elle s'appelle toujours, ils se revendiquaient tels quels. Donc, c'est compliqué quand la personne elle-même se revendique comme ceci, de dire qu'elle ne l'est pas. Parce que les frères Kouachi, ils ont une enfance marquée par la disparition assez précoce de leurs parents et leur prise en charge par l'éducation nationale. Et vous démontrez parfaitement qu'ils ont bénéficié de manière presque irréprochable, d'ailleurs, de toute l'aide sociale d'État à l'enfance pour leur éducation. Il n'y a pas de bug ou d'erreur de l'État français à ce moment-là, dans ce moment-là. Non, oui, tout à fait. Toute la hiérarchie, la chaîne sociale en France a été mise en action pour s'occuper de ces orphelins comme d'autres. Et effectivement, on ne peut pas retrouver à reprocher en fait à tout ce système social vis-à-vis du parcours de ces deux individus. Petit point de détail qu'on peut trouver, c'est uniquement leur sortie de la Fonda, où ils se retrouvent sans suivi à proprement parler, alors que tout le système social a déjà connaissance que leur oncle a une extrêmement mauvaise influence sur eux et qu'ils sont déjà dans un phénomène de radicalisation. Le rôle de l'oncle va être essentiel, c'est quasiment lui qui va être le commanditaire indirect de ce qui se passera ensuite en janvier 2015.
on va dire que c'est le point d'entrée dans le monde de la radicalisation pour les deux frères Kouachi, et qu'ensuite, la vie a fait que ces deux individus ont rencontré des personnes qui leur ont permis de s'élever toujours plus loin dans leur radicalisation et plus encore dans la violence. On voit bien aussi, à travers les portraits que vous faites, que ce sont, de manière banale, deux personnalités sans charisme, sans mental particulier, des gens comme les autres. Tout à fait, comme il y en a de nombreux en France. Ces deux individus, dont Saïd, hein, qui est dépeint par ses camarades comme quelqu'un de feignant, même sa famille, son beau-frère, l'indique en tant que tel, hein, quelqu'un de feignant qui passe son temps à jouer à la console, qui fait pas grand-chose de ses journées et qui, hormis prier, n'avance pas dans la vie. Ah, j'ai trouvé dans l'ouvrage une contradiction. À un moment donné, vous dites que les enfants sont élevés dans un quartier où des faits de pédophilie sont avérés. Vous dites aussi d'ailleurs, quand ils sont arrêtés, que au domicile de shérif, on va fouiller l'ordinateur, on va trouver des images pédocriminelles dans son ordinateur. Et puis, quand ils sont à la fin de leur traque, dans l'imprimerie d'Amartin en Goël, ils déchirent une affiche où il y a une pin-up dessus en disant que c'est une insulte à Dieu. C'est incohérent et contradictoire. Alors, c'est contradictoire, mais c'est le profil de ce type d'individu, en fait. J'en parle plusieurs fois dans l'ouvrage, la taquilla. J'invite les gens à se renseigner un petit peu sur ce qu'est ce phénomène qui consiste, en fait, à camoufler. C'est son objectif final, c'est une obligation de camoufler son objectif final. Et ils s'achètent en quelque sorte, comme ils l'ont fait après la tuerie de Charlie Hebdo, ils s'achètent en quelque sorte une image. Comment ça, ils s'achètent une image? C'est-à-dire qu'ils viennent de décimer la rédaction de Charlie Hebdo de manière complètement atroce, sans aucune pitié pour les hommes et les femmes. Puis, dès la fin de la tuerie, ils changent, entre guillemets, de discours en disant « on ne tue pas les femmes », etc. Pourtant, quand ils sortent, ils continuent leur périple comme s'ils étaient venus dire « Ok, nous sommes des soldats de Dieu. Charlie Hebdo a blasphémé notre Dieu. On vient pour régler le problème. » Et c'est terminé. Sauf qu'ils continuent en fait sur leur tuerie à la sortie avec les représentants de l'État. Donc là, à quel moment les représentants de l'État ont blasphémé, on peut se poser légitimement la question. Et ensuite, le long de leur périple et de la traque, ils vont faire une pause en fait dans ce périple meurtrier pour essayer de valider, je pense, hein, c'est mon opinion personnelle, de valider en fait cette image qu'ils sont là pour faire le bien, pour défendre leur Dieu et qu'on arrête de blasphémer leur Dieu. Alors, si l'éducation nationale a été, on peut utiliser le terme irréprochable, est-ce que c'est le cas aussi de la justice et, permettez-moi de le dire, aussi de la police? On a quand même le sentiment qu'il y a eu des ratés, des flops, et que les frères Kouachi, cette entreprise des frères Kouachi, de leurs complices, on pense à Koulibaly, qui fera la même chose en tuant un policier, puis 4 personnes dans l'hyper-cachère de la porte de Vincennes, on se dit que tout ça aurait quand même pu être démantelé. Alors avec des si, on refait le monde, mais néanmoins, on a le sentiment quand même qu'il y a eu des ratés. Alors dire qu'il y a des ratés, c'est pas mon travail, ni mon devoir de réserve m'impose aussi une certaine discrétion sur les événements, mais il y a eu très récemment le procès de Charlie Hebdo, hein, où la justice, je pense, a fait son travail, où des choses ont été révélées. Et malheureusement, on peut dire qu'un attentat, c'est ni plus ni moins qu'une multiplication de concours de circonstances. C'est comme si vous aviez un grain de sable qui passait à travers un tamis, 2 tamis, et malheureusement, quand il tombe du 2e tamis, ça crée des événements dramatiques. On voit qu'à Charlie Hebdo, par exemple, le dispositif policier avait été retiré. C'est sûrement une erreur. A posteriori, on considère que ça peut être une erreur. Les faits l'ont démontré, surtout que cela avait été signalé.
Alors venons-en à la fin de cette cavale qui va donc des locaux, je rappelle, de Charlie Hebdo à l'imprimerie de Dammartin en Goële. Alors le premier sentiment que l'on a à la lecture de l'ouvrage, c'est quand même la détermination des frères Kouachi. Ils se sentent missionnés et n'ont pas peur de mourir et d'aller jusqu'au bout. Absolument pas, effectivement. Ils n'ont absolument pas peur de mourir. Dialoguer avec Michel Catalano a été très très enrichissant. L'imprimeur de Dammartin, voilà, l'imprimeur de Dammartin qui a été leur otage. A été extrêmement intéressant sur le questionnement que j'avais vis-à-vis des profils de ces individus, dans le sens où il y avait vraiment ce qu'on appelle un switch de comportement à partir du moment où ils étaient avec quelqu'un qui était non armé, donc entre guillemets on va dire un civil, et les représentants de l'État qui étaient armés, et donc qui pour eux devaient être leurs ennemis. Et Michel Catalano m'a raconté en détail les paroles, les gestes, les attitudes des frères Kouachi au sein de l'imprimerie. Et pendant une période, on a pensé que ces deux individus-là étaient sous drogue. Mais les analyses médico-légales ont prouvé l'inverse. Mais c'est pour souligner qu'en fait, au niveau de l'état d'esprit de ces personnes-là, ils sont capables de basculer d'un mode à l'autre avec une extrême facilité et de passer de calme à extrêmement violent en une fraction de seconde. Alors, à contrario, il y a aussi, on le voit à travers Michel Catalano et le témoignage qu'il fait dans votre ouvrage, donc l'imprimeur qui est en otage avec son employé Lilian, il dit, lui, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à prononcer le nom des frères Kouachi, tant la chose fut puissante et le choc fut puissant. Quand on le voit avec Catalano, on le voit avec d'autres, il y a quand même, à contrario, l'énorme courage des personnes que croisent les frères Kouachi. Le courage de ceux qui vont être assassinés, le courage aussi de ceux qui vont rencontrer dans leur traque des personnes à qui ils vont prendre le véhicule, etc. Et à chaque fois, c'est le cas pour Catalano, il y a beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je le dis et je le redis, Michel Catalano est un héros. Il est un héros. Il a parfaitement agi, à tout point de vue, pour sauver la vie de Lilian. Lilian, c'est l'employé qui est avec lui. Voilà, qui était retranché sous l'évier, car quand les frères Kouachi arrivent dans l'imprimerie, Michel Catalano et son employé sont en train de boire le café et discuter de la journée. Et là, en les voyant, il comprend tout de suite qui c'est. Et il a le premier réflexe de dire à son employé « Va te cacher et coupe ton portable ». Un réflexe qui, quand on remet le tout dans le contexte, en 2015, on n'était pas encore sur des notions de sécurité et de lucidité concernant un téléphone qui peut sonner lorsqu'on se cache. Et Michel Catalano, à ce moment-là, a ce réflexe-là, qui est déjà un point essentiel. Lilian, c'est son employé, c'est aussi celui qui l'a formé. Il le prend un peu comme un fils. Et il va le protéger, enfin, il va rester 9 heures dans sa cache, Lilian. Et Catalano va effectivement faire tout pour que jamais les frères Kouachi ne sachent qu'il était avec eux. De votre côté, le déroulement de Dammartin en Goële, il y a votre participation personnelle. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quel est l'état d'esprit général du GIGN? Vous êtes arrivé sur place la veille? Tout à fait. On a commencé la traque le 8 matin, à partir du moment en fait, où ils ont braqué la station essence. Et donc pour nous, ils étaient localisés à ce moment-là. Donc on est après Charlie Hebdo, voilà, ce soit bien clair, ils ont fui dans une voiture, ils vont, enfin, on va les retrouver. Voilà, on retrouve leurs traces à ce moment-là, donc on part à leur trousse avec le RAID, la BRI et le GIPN de Lille qui viennent en renfort. Il y a une zone qui est quadrillée, dans laquelle la traque s'effectue pendant toute la journée et une grande partie de la nuit. Et au petit matin, en fait, ils ressortent du bois où ils étaient terrés. Et là, ils se dirigent vers Dammartin où au final, ils sont encagés. Votre rôle personnel à ce moment-là, vous? Alors, moi, personnellement, j'aime pas parler de moi personnellement parce que... ça, je vous le demande. Pour moi, c'est la mission de l'unité avec mes camarades et de mes camarades. Moi, j'ai occupé plusieurs postes au cours de la mission. J'ai envie de dire, entre guillemets, que j'ai eu cette chance-là, parce que ça m'a permis de
de voir l'ensemble du dispositif et ce qui s'y est passé. Et en arrivant, dans un premier temps, on n'a pas de recueil. Généralement, quand on arrive sur une intervention avec un forcené ou une prise d'otage, etc., il y a un recueil par les gendarmes locaux qui est fait, qui nous accueille et qui nous emmène vraiment au plus près en sécurité, de manière à ce qu'on soit vraiment le plus rapidement possible au cœur de l'action, on va dire. Et en arrivant à Dammartin, le bouclage large est déjà fait et en fait on s'arrête quasiment à peine dans le bouclage large avec une erreur sur un bâtiment qui nous est désigné. Mais très rapidement on a l'information puisque Michel Catalano est libéré par les frères Kouachi à ce moment-là. Il était persuadé qu'il allait mourir et que les frères allaient monter sur les forces de l'ordre à ce moment-là, qu'il allait se retrouver entre les deux feux, mais ils en ont décidé autrement. Et en fait, dès qu'on a cette information-là, on a l'information sur l'erreur de bâtiment et on se dirige vers l'imprimerie et elle est rapidement encagée. Est-ce que vous aviez l'idée que les frères Kouachi allaient sortir pour aller au contact, en fait, et pour essayer de tuer les policiers le plus possible? Est-ce que c'est quelque chose qui était intégré dans votre esprit à ce moment-là? Vous aviez intégré cette donnée-là qu'ils pouvaient sortir et non pas se barricader, en fait? Oui, bien sûr. On était tout à fait conscients des modes d'action qu'ils utilisent généralement. Vous dites même que vous aviez peut-être le sentiment qu'ils allaient se faire exploser. C'était ça aussi une Il y avait des grosses suspicions, effectivement, d'explosifs, de piégeage. Il y avait des grenades qui avaient été vues, un lance-roquette M80 en parfait état de fonctionnement. On sait qu'ils sont tout à fait en mesure de fabriquer du TATP. Comme ça a été fait quelques mois plus tard. Donc il y a des grosses suspicions de piégeage et tout le contexte général des 3 jours nous a montré qu'il y avait des possibilités d'appui extérieur via des filières ou des réseaux annexes qui avaient pu préparer peut-être quelque chose dans les locaux sans même que le patron soit au courant, sans que Michel Catalano soit au courant de quoi que ce soit. Donc on se prépare au pire de manière à ce que ça se déroule le mieux. Michel Catalano, il rend un vibrant hommage aux hommes du GIGN à travers votre ouvrage. Il écrit « Romain faisait partie de ceux qui ont tenu leur parole en neutralisant ces terroristes et en rendant ainsi honneur à leurs engagements. » Et je me suis dit, la force du GIGN, au-delà des préparations physiques et psychologiques que vous avez évoquées, au-delà du mental que vous avez évoqué aussi, c'est quand même cet esprit de cohésion, cet incroyable esprit de cohésion que vous avez là aussi cité à l'instant. C'est quelque chose qui existe vraiment ou c'est une vue de l'esprit ? Non, c'est quelque chose qui existe vraiment. Il y a un adage qui dit seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Et c'est totalement vrai. Vous vous apercevez que vous pouvez être le plus fort du monde, physiquement, mentalement et dans tous les domaines, en tir, en tout. Si vous êtes individualiste, vous échouerez quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez besoin de la force du groupe pour pouvoir réussir. La force du groupe, Romain Lagueur. Est-ce que aussi cette cohésion, elle s'appuie sur un système de valeurs ou elle se construit à partir d'une sélection, d'une formation hors norme? Est-ce qu'il y a l'obligation d'un système de valeurs ou ce n'est pas nécessaire? Les deux sont réunis en fait. Il y a une sélection qui permet de trier des profils qui ont déjà ces valeurs et ensuite de l'ancrer profondément au sein des individus et du groupe d'individus qui est constitué par ce qu'on appelle nous les promotions, donc les différents brevets au fil des années. Et ce lien qui est tissé entre les hommes est un lien qui reste indéfiniment. Quand vous quittez le GIGN, vous ne quittez jamais réellement le GIGN, vous continuez à apporter ces valeurs dans votre cœur. Alors, il y a des petites critiques ici ou là, tout au moins celles que j'ai cru comprendre, parce qu'elles sont en creux. Il y a premièrement, quand même, la vétusté des locaux dans lesquels vous progressez, vous vous entraînez. Est-ce qu'on peut quand même considérer que nos armées d'élite, ce qui représente l'élite de notre armée, puisse être quand même avoir les moyens de son action? Devoir de réserve? Alors, devoir de réserve, oui et non, parce que c'est mon avis personnel. Mais les moyens ont augmenté. On ne peut pas dire l'inverse. Maintenant,
Il faut rester conscient que les bâtiments dans lesquels on s'entraîne à balles réelles, une munition de guerre, ça fait des dégâts même dans un mur. Donc quand vous passez des années et des années, le GIGN existe depuis 1974, quand vous passez des années à tirer dans des pièces, on a des pièges à balles, etc. Mais à l'époque, nos aînés n'avaient pas de système avec des pièges à balles et ce type de matériel pour éviter les dégâts sur les structures. Et les bâtiments, ils ont, excusez-moi du terme, ils ont ramassé. Donc, ça coûte extrêmement cher si on veut se mettre à reconstruire des bâtiments. J'entends bien, mais est-ce que ça coûte cher, par exemple, de mettre quelque chose de mieux dans le sachet Burke? C'est le nom que vous leur donnez. On est à la veille de cet assaut, on est à un moment crucial, et le soir, pardonnez-moi d'être trivial, on vous file un sandwich mou, une bouteille d'eau et une barre de céréales pour se préparer, quoi. C'est quoi ça? Vous savez, c'est assez compliqué. Je me mets à la place de la logistique à ce moment-là. Trouver de la nourriture avec un claquement de doigts à l'heure qu'il était, dans les conditions où on était, et surtout au nombre que nous étions, c'est pas mon métier, mais je suppose que ça doit pas être très très facile. Ouais, les supérettes ferment tard le soir, quand même. Ils ont peut-être pris l'option la plus simple. Après, je vous avoue que nous, ça nous fait plutôt sourire, voire rire de voir nos sachets Burke, parce qu'on est habitué, entre guillemets, aux sachets Burke. Vous prenez tous les gendarmes mobiles qui sont sur les manifestations en France, je pense même que les CRS, ça doit être un petit peu pareil. C'est en train un petit peu d'évoluer, mais il y a beaucoup de forces de l'ordre encore aujourd'hui qui, lors de leur repas, que ce soit le midi ou le soir, mangent des sachets Burke. Non, sachet Burke, va pour le sachet Burke. Plus important quand même, les familles des membres du GIGN ne sont pas protégées. Donc vous êtes en train de mener une action au service de la France et en même temps de vous dire qu'on espère quand même qu'ils ne savent pas où sont vos familles, parce que vos familles qui sont réunies, elles, sont absolument pas protégées, quoi. On peut rentrer chez vous comme on peut rentrer chez moi. Au-delà de moi, nos j'ai pas la même mission. Au-delà de nos familles, il y a les familles des autres gendarmes également. Il faut rester conscient de ce paramètre-là. C'est pas parce que les membres du GIGN sont à Satory que ça écarte le fait qu'il y ait 1500 familles de gendarmes, 1500 familles. Donc on met des plots en béton très rapidement pour essayer pour pouvoir faire des checkpoints, pour filtrer les accès sur cette zone. Le plateau de Satory est une zone immense qui est extrêmement complexe à sécuriser, ce qu'on va appeler de la sécurité passive, c'est-à-dire des barrières, des caméras, des alarmes ou des choses comme ça. Ça coûterait des dizaines de millions d'euros, je pense, vu la surface du parc immobilier. Ensuite, il ne faut pas oublier que la protection du plateau de Satory est faite par les gendarmes eux-mêmes. Et donc c'est un service qui est assez consommateur en personnel et qui du coup va aspirer, on va dire, des gendarmes du terrain au bénéfice de la population. Ce soir-là, il n'y a plus personne pour protéger Satory, c'est clair. Ça manque de monde. Le commandement du GBGM, puisque c'est le GBGM qui est le groupement blindé de la gendarmerie mobile à Satory qui est en charge de la protection du plateau de Satory, on va dire. Mais rapidement, en fait, du monde, on va dire, qui racle les fonds de tiroir, parce que tous les gendarmes qui sont présents à Satory sont engagés. Je rappelle qu'il y a comme eu 88 000 forces de l'ordre qui ont été engagées dans la traque. Et du coup, il restait peu de monde pour pouvoir protéger à proprement dit le plateau de Satory. Donc il y a eu le maximum de choses qui ont été faites. On peut toujours faire mieux, on reste des perfectionnistes, c'est notre métier, la sécurité. Donc on va toujours essayer de dire oui, ça c'était pas très bien, ça c'était pas trop mal, on aurait pu faire mieux. On peut toujours, avec des si... Alors, il y a une critique assumée dans l'ouvrage. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de devoir de réserve, c'est celle des médias d'information. Et là, vous ciblez directement, il faut bien le dire, on va le citer, BFM et son attitude particulièrement choquante. Vous dites qu'elle entrave
votre action. Elle entretient des contacts directs avec les terroristes. Elle met en péril la vie des otages. C'est dans le cas de l'hypercachère de Vincennes avec Amédi Coulibaly. Là, vous considérez que cette presse-là, elle va au-delà du sérieux et de la sécurité même des forces de l'ordre et même des otages et des victimes. Mais surtout des victimes et surtout des otages. Les otages, ils n'ont déjà pas fait le choix d'être otages. Ils vivent un traumatisme qui est inimaginable. Et le fait que les médias, à ce moment-là, soient dans cette espèce de course effrénée à l'image, à l'information qui n'est même pas vérifiée, qui vient entraver les enquêtes de la police sur les premiers jours, alors qu'on ne sait même pas encore où sont les individus. Voilà, et pendant la traque, ils sont un petit peu collés à nos baskets, en train de nous dire oui, mais non, mais c'est la liberté de la presse. Alors effectivement, oui, c'est important. C'est très très important. D'ailleurs, c'est l'importance de Charlie Hebdo. C'est pour ça que Charlie Hebdo a été visé. C'était pour museler, entre guillemets, cette liberté d'expression qui fait de la France ce qu'elle est. Mais à partir du moment où on s'engage dans la liberté de la presse, ce ne doit pas être au détriment de la sécurité des individus. Et ça, on parle de la sécurité des concitoyens. Qu'eux prennent la décision de s'exposer, d'accord, mais qu'ils ne viennent pas nous dire c'est à vous de nous fournir des gilets pare-balles. Je trouve ça assez... Il y a des journalistes qui disent aux membres du GIGN, oui, donnez-nous des gilets pare-balles. Sur le dispositif où j'étais pendant la traque, je suis allé voir les journalistes qui étaient... Mais voilà, ils étaient là, quoi. Ils étaient à 2 mètres de nous, alors qu'on était en train de chercher les trucs, les terroristes. Et quand vous allez les voir et que vous leur demandez de prendre un petit peu de distance, parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, ils risquent d'être blessés, voire tués. Non, c'est la liberté de la presse, d'accord, c'est la liberté de la presse, mais mettez au moins un gilet pare-balles, donnez-nous des gilets pare-balles. Je trouve ça assez... non, c'est pas... Allez, revenons à vous. La question, elle est bateau finalement. C'est une des dernières, mais elle est bateau. Mais enfin, peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Dans la vie de chaque homme, il y a bien évidemment des moments qui sont plus importants que d'autres. Je pense à des naissances, bien sûr, à des décès et beaucoup d'autres choses. Comment ces événements vous ont marqué, une nouvelle fois, vous? Alors, honnêtement, à titre personnel, ces 3 jours m'ont plus marqué médiatiquement que sur l'intervention en elle-même. J'ai vécu d'autres missions avec mes camarades qui m'ont humainement beaucoup plus marqué que celle-ci. Parce que celle-ci, c'est du terroriste. C'est mon ressenti. Hein. Le fait que ce soit des terroristes, ils sont entre guillemets clairement identifiés en tant que méchants. C'est pas pour autant, je dis méchants entre guillemets, c'est pas pour autant qu'on va ne pas respecter leur vie et ne pas mettre tout en œuvre pour essayer de les avoir vivants. Bien au contraire. Oui, c'est ce que vous dites. L'idée, c'était de les prendre vivants. Bien sûr. Souvent, la question, on se dit, pourquoi ils les tuent? On les aurait, on saurait. C'est un peu ce qui m'a amené à rédiger le livre, en fait. C'est que j'ai entendu beaucoup de choses dans le secteur civil où on avait bien fait débuter, ou des termes comme ceci que j'ai trouvé choquants par rapport au respect de la vie et aux valeurs humaines qui sont véhiculées par le GIGN et qui sont véhiculées par la gendarmerie. Et les forces de l'ordre, j'ai envie de dire en général. Mais du coup, entendre ces choses-là, ça m'a choqué. Et j'ai eu envie un petit peu de remettre les choses dans leur contexte et de dire non, on n'est pas parti pour faire des assassinats ou les buter ou quoi que ce soit. On était parti pour les interpeller. Et que ce soit des terroristes ou autres, c'est la même chose. C'est le même procédé. Donc, ensuite, pour revenir donc à ce que vous me demandiez, moi, à titre personnel, le fait qu'il soit identifié en tant que terroriste, c'est moins une exposition à la détresse sociale. Souvent, quand vous faites des interventions sur des forcenés qui sont armés ou lourdement, ou même du grand banditisme, c'est souvent des gens qui ont des familles, qui sont rentrés dans le grand banditisme pour des raisons financières, et puis qui sont montés dans le système, et puis qui au bout d'un moment peuvent plus reculer.
et qui arrivent au point de faire une guerre contre les forces de l'ordre, ou l'État à proprement parler, et qui nous amène des fois à faire usager des armes. Mais ici, du coup, il n'y a pas la détresse sociale ou tout ce facteur psychologique avec une famille derrière et tout ça. C'est clairement identifié en tant que terroriste. Ils viennent de décimer la rédaction de Charlie Hebdo, faire un périple meurtrier en sortant des locaux. Et voilà, on est là pour les interpeller et surtout ne pas leur donner ce qu'ils cherchent, parce qu'on avait bien compris qu'ils voulaient mourir en martyrs. Et c'était un petit peu le Graal de les avoir vivants et de ne pas leur donner ce qu'ils cherchaient. 6 années ont passé. On est actuellement en débat, vous le savez, à l'Assemblée nationale sur la loi sur le séparatisme. Alors j'ai bien compris maintenant vos obligations et le devoir de réserve. Alors je vais changer un peu ma question. Est-ce que vous considérez que la police, la gendarmerie, l'armée ont appris des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, puis de Nice, etc., et que l'on est mieux préparé? Oui, personnellement, c'est mon avis. Le matériel a évolué, les mentalités ont évolué, la notion de sécurité globale a évolué. Il reste un facteur dont je ne parlerai pas. Et voilà, les mentalités changent doucement. En espérant que ça se poursuive. Voilà. Après... Merci beaucoup pour ce témoignage, Romain Agur. Merci d'avoir rejoint TV Liberté pour évoquer cet ouvrage que je vous invite à acheter tout de suite. Vous l'avez bien compris sur le site tvliberté.com, dans la boutique officielle. Merci beaucoup. Bon courage. Maurice.